Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de TTP Preview, votre pastille quotidienne destinée à vous présenter un petit peu toutes les équipes du college football pour la saison 2022. Aujourd'hui, on part dans le Mississippi à Starkville avec Valentin et non pas à À Oxford Oxford. pour aller faire Ole Miss. Salut tout le monde, salut Gus. On fera Mississippi State dans un premier temps, Mississippi, puis après on partira chez Jeffrey Mba, notre Frenchie qui joue à Auburn, pour faire la preview des Tigers. On commence sans plus attendre avec Mississippi State, les Bulldogs qui, Valentin, en 2021, nous ont sorti une saison, je vais dire, plutôt respectable avec un bilan positif. Ouais, plutôt respectable et on va rentrer un petit peu dans les détails parce que ça aurait pu être mieux. Un bilan de 7-6, 4-4 en SEC. Sur le papier, on va pas se mentir, les seules victoires notables, elles sont face à Kentucky, ce qui est quand même pas mal, à Texas A&M et contre Auburn. Par contre, il y a une grosse défaite de 10 points contre Ole Miss à Starkville au Egg Bowl. Après, ils ont perdu contre Arkansas, LSU, Memphis. Ils ont pris une raclée par contre contre Bama. Donc voilà, on a quand même trois matchs où il y a eu moins de 5 points, où ils auraient peut-être pu gagner et ça aurait largement amélioré leur bilan. Dont le match face à Memphis. Dont le match à Memphis, qui a été un des gros débats sur le début de saison, puisque on vous rappelle que le retour de punt de 94 yards de Calvin Austin a coûté la victoire à Mississippi State à cause d'une énorme erreur d'arbitrage qui avait fait couler beaucoup d'encre. On avait eu je sais plus comment ça s'appelle, le SEC official, enfin le truc par rapport au Ouais. ref de SEC qui avait fait une lettre d'excuse en gros comme quoi ça aurait pas dû se passer comme ça, ils auraient dû arrêter, revisionner. Enfin voilà, donc en gros, ça aurait pu être mieux. Si on regarde que le papier, c'est pas ouf, mais on sait que ça aurait pu être mieux. Par contre, grosse défaite au Liberty Bowl face à Texas State University, 34-7. Donc ils n'ont pas vraiment super bien fini leur saison entre la défaite au Egg Bowl et celle au Liberty Bowl. Durant l'intersaison, on a pu observer beaucoup de stabilité. Un coaching staff qui revient pour sa troisième année avec Mike Leach et sa Air Raid. Aucune grosse perte très importante en transfert. Donc voilà, très stable. Qu'est-ce que ça présage pour la saison 2022 et notamment au niveau de l'attaque? Une attaque, on le rappelle, et celle de Mike Leach. Et Mike Leach, c'est un petit peu le dieu de la Air Raid offense en college football. Bah écoute, ce qui est très intéressant, c'est qu'on repart aussi avec Will Rogers qui sort, qui va entamer sa troisième année, qui sort d'une très très belle saison à 4739 yards et 36 TD. Donc on a vraiment une valeur sûre. Moi je l'aime vraiment beaucoup, Will Rogers. Il fait vraiment de très belles choses sur le terrain. Par contre, au niveau des receveurs, ça a été un petit peu plus compliqué que l'année dernière parce qu'ils ont notamment perdu leur meilleur receveur de 2021, Michael Polk, qui est en NFL maintenant au Ravens, si je me trompe pas. Malik If, le senior qui était le quatrième receveur dans la hiérarchie, il est en cours de transfert à Ole Miss, il est attendu pendant l'intersaison. Par contre, ce qui est vraiment super, c'est qu'ils ont encore le très, très talentueux Jaden Walley, qui va sûrement devenir la cible numéro un. Et on devrait avoir l'émergence de jeunes receveurs comme Rufus Harvey, qui a pas mal impressionné pendant les spring practice, ou Justin Robinson, qui est l'ancien receveur sophomore de Georgia, qui a capté, je crois, un ou deux ballons, ou encore, je suis même pas sûr, mais qui était un gros prospect sortant de l'université, sortant du lycée. Et tout ce petit monde un petit peu sans expérience sera quand même entouré du grand gabarit Austin Williams, qui était le deuxième meilleur receveur de l'équipe la saison dernière. Au niveau des running backs, donc vous savez que ça court pas beaucoup hein, à Mississippi State, mais par contre, on a quand même le retour de Marks et Johnson, qui étaient eux deux à 900 yards au sol pour 10 TD. Et par contre, qui avait réceptionné pour 920 yards et pour 4 TD. Donc, il y a beaucoup de screen pass. Ils sont beaucoup alignés dans le slot ou voilà, sur des positions de receveur. Donc, c'est quand même cool qu'il y ait deux mecs
qui a tous les deux à peu près la même expérience, mais qui est aussi beaucoup produit. Moi, Un j'aime petit plus beaucoup, quand même hein. pour Marx. J'aime bien, Et, ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire, j'aime beaucoup Jokabos Marx. Ouais, il avait raté une réception au Egg Ball qui aurait pu faire marquer peut-être le TD pour revenir sur Ole Miss. Il avait eu des mains un peu Butterfinger, on va dire, si on peut dire comme ça. Mais en gros, voilà, c'est quand même assez solide de ce côté-là de l'équipe. Par contre, au niveau de la O-line, bah, on a bien sûr la perte du left tackle Charles Cross pour la NFL, mais aussi celle du tackle droit Scott Lashley, qui est devenu préparateur physique pour l'équipe. Alors moi, je pensais que en fait, j'étais pas sûr quand je scoutais Charles Cross, je pensais qu'il était senior, qu'il allait faire une saison super senior et je le trouvais vraiment assez solide. Alors peut-être qu'il a décidé de ne pas faire sa saison super senior et de partir pour faire préparateur de physique de l'équipe, mais en tout cas, ils perdent leur left tackle et tackle droit titulaire et ça va être très difficilement remplaçable parce et en fait, ils vont faire passer le left guard en tant que left tackle et ils vont compter sur la venue d'un joueur de JUCO pour jouer en tackle droit. Donc voilà, c'est quand même pas ouf. On passe d'une grosse paire de tackles dans un système où on a vraiment besoin de bons tackles sur le pass pro à des mecs qui ont très peu d'expérience. Donc ça va être peut-être un peu compliqué de ce côté-là et surtout qu'au niveau du poste de receveur, on est un petit peu plus faible que l'année dernière. Et au niveau de la défense, ça sera comment l'an prochain? Moi, j'ai le souvenir, notamment, mais c'était pas le match face à Bama parce qu'il s'était pris une branlée, mais le match face à LSU, justement, le run stop a été excellent face au running back de LSU, dont j'ai oublié le nom, qui est parti à la draft. Ah oui, Tyron Davis-Price. Est-ce que ça sera encore le cas cette année? Bah écoute, par contre, bah, de ce côté-là, on garde vraiment une très très bonne stabilité. On a un front seven très solide. C'était le troisième meilleur run stop de SEC en 2021, donc derrière Bama et derrière Georgia surtout. Donc c'est vous dire quand même de la prouesse de cette équipe. Sur la D-line, on a une D-line solide avec un élément qui pourrait être la star de ce groupe de defensive linemen expérimenté. Je pense que ce serait le senior Nathan Pickering, qui avait une jolie fiche de stats de 4 sacs et 7 tackles for loss la saison dernière. On a aussi un très bon linebacker, un très bon groupe de linebackers complet, expérimenté et productif avec sa tête Jen Johnson, l'inside linebacker bien blanc, bien Mississippi, mais pas que run stop, parce qu'il est quand même plutôt pas mauvais sur la défense de passe, pardon. Et surtout, on a Tyrus Sweet, le meilleur saqueur de l'équipe, qui va finir dans certaines discussions, je pense, de draft en fin de saison, qui avait été vraiment très très impressionnant. Donc vraiment un front seven ultra solide, ultra expérimenté et qui devrait, bah, pareil, sûrement se retrouver en tant que troisième meilleur run stop ou peut-être mieux de SEC. Au poste de DB, bah, on a la perte de Martin Emerson pour la draft, hein, le cornerback. Je pense pas que ce soit hyper grave puisqu'on devrait quand même avoir un beau duo de cornerback entre Emmanuel Forbes qui avait de mémoire 3 interceptions l'année dernière et l'ajout de 2 anciens gros prospects au poste de cornerback, Marcus Banks qui était à Bama, qui a un petit peu d'expérience et Hunter Washington qui lui était à FSU mais lui qui n'a pas joué à FSU. Donc voilà, on a quand même du talent qu'il va falloir faire prendre un peu en expérience, notamment pour le numéro 2 et le numéro 3. Le poste de safety, par contre, lui, très expérimenté entre Peters, Duncan et Green. Je pense qu'on a le safety Sean Preston qui devrait lui exploser cette saison après une fin de campagne 2021 plus que satisfaisante, qui s'est vraiment montré après la blessure de... Alors, je vais pas dire de bêtises, mais c'était après la blessure d'un des trois que j'ai cité. Donc voilà, donc vraiment une défense qui va être encore très très solide et très difficile à jouer. Une défense solide, moi, c'est quelque chose qui m'étonne pas trop à Mississippi State. Quand on voit la décennie 2010, ils ont quand même sorti des gros gros joueurs, hein. Ouais. Là, il faudrait que je retrouve les noms, mais Jeffrey Simons, t'en as plein d'autres. Là, j'ai honte de les avoir oubliés, mais ça a vraiment sorti je trouve, un nombre de joueurs pour la NFL, mais avec des noms très beaux. Vous irez voir sur Internet parce que là, je suis incapable de les retrouver. Ouais, moi non plus, mais c'est vraiment très solide, hein, Maintenant, tu l'as dit, il y a quand même des incertitudes sur la O-line. Et la question, c'est de savoir, en fait, c'est logique, quand tu as un système comme ça, où Will Rogers, il envoie 60 ballons par match, ce qui est beaucoup, faut que sa ligne offensive lui laisse le temps de lancer. Et est-ce que ça sera le cas cette année? C'est la question qu'on se pose. Ouais, exactement, hein. Comme on l'a dit, deux paires de tackles, ça fait quand même mal, surtout quand on connaît leur grosse qualité de passe pro. Donc j'ai un petit peu peur pour Will Rogers quand même.
Et bah, comme on sait, Mike Leach, il peut pas changer puisque son système, c'est de la raid, donc il va pas pouvoir s'appuyer énormément sur le jeu au sol. Donc j'ai quand même un petit peu peur, vu qu'on connaît pas trop les joueurs qui vont jouer sur les postes de tackle. Surtout que le calendrier sera loin d'être facile. On le sait, Mississippi State, c'est le problème des équipes qui jouent en SEC West. Mm. C'est que tu es dans la division d'Alabama, Texas A&M, Arkansas, LSU. Évidemment, Mississippi State affrontera toutes ces équipes cette année, mais aussi Georgia. C'est pas un cadeau. Heureusement Non. qu'ils les accueilleront. Ils recevront aussi Memphis et ils se déplaceront à Arizona pour un match que moi je regarderai parce que je le trouve plutôt sympa sur le papier. Bon, ça c'est le côté hipster. Il y aura seulement 2 matchs cupcake face à Bowling Green et East Tennessee State, une HBCU, qui joue souvent face à des équipes de state. J'ai des souvenirs de matchs, je crois, face à Tennessee justement il y a quelques années. Vous savez, c'est ces équipes comme Chattanooga qui affrontent souvent les équipes de SEC. Concernant le pronostic, je trouve que le calendrier il est quand même vachement compliqué, surtout que tu as des valeurs sur devant, Arkansas, Kentucky, Texas A&M, Alabama. En plus, ils auront la malchance de se déplacer à Oxford pour le Egg Bowl face à Ole Miss. On sait à quel point c'est important pour ce genre de match. J'arrive pas à avoir un bilan de plus de 5-7. Et 5-7 en sec, je trouve que c'est une mauvaise performance. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, c'est quand même, en fait, ils ont vraiment un calendrier ultra dur. C'est qu'il n'y a pas de match cupcake. Enfin, t'en as deux, quoi. Derrière, les matchs les moins durs contre les équipes qui sont pas SEC, c'est Memphis, Arizona. et la pire Est-ce équipe qu'on, de sec qu'ils affronteront, c'est Auburn. Donc voilà, c'est dire le niveau quand ouais, même. est-ce qu'à la fin de saison, s'ils font 5-7 et qu'ils font quelques matchs comme l'année dernière où ils perdent de 5 points, on va se dire, ouais, bah, finalement, c'est pas ouf. Bah, peut-être pas, tu vois. On va dire, ils ont quand même eu un très, très gros calendrier et voilà. Après, ils vont faire comme ils peuvent, mais je pense que 5-7, ça va être difficile de faire mieux quand même pour eux cette saison. Je pense qu'on en a fini avec Mississippi State. On va passer chez Auburn, qui pour moi, et je le dis déjà, euh, est sur une pente mais vraiment descendante et qui se présente vraiment mal pour la prochaine saison et les prochaines années. J'espère que le programme me fera mentir. En 2021, ils sortent une fiche de 6 victoires pour cette défaite, dont un 3 contre 5 en sec, avec des victoires notamment face à Arkansas, Ole Miss et LSU, des belles victoires à chaque fois, hein, parce que quand même Arkansas et Ole Miss, il fallait gagner l'an dernier. S'ils vont en bowl, c'est parce qu'ils ont su profiter d'un calendrier qui était vraiment, mais enfin, ça, je crois, c'est une des équipes où j'ai vraiment du mal en sec. C'est Auburn parce que ça va chercher mais des cupcake games, je trouve ça indigne en fait. Surtout qu'ils n'ont pas de match de rivalité, comme peut avoir par exemple South Carolina avec Clemson ou Georgia avec Georgia Tech. Voilà, ils arrivent à ce bilan parce qu'ils ont joué Akron, Alabama State et Georgia State, ce qui explique leur présence en bowl. Mais le highlight de l'année, c'était lors d'une défaite en 4 overtime face à Alabama, match qu'ils ont perdu tout seuls, hein. Ils menaient 10-3 à 1 minute 23 de la fin du temps réglementaire. Et puis bah voilà, t'as Bryce Young qui nous sort un drive de plus de 100 yards qui restera dans les annales, je pense, de l'Iron Bowl. Puis après, ça va en bowl, au Birmingham Bowl face à Houston. Houston en AAC, une équipe du groupe of 5. Un match qu'ils ont perdu assez logiquement. Un match dans lequel Smoke Monday nous a rappelé pourquoi on l'aimait tant, à mettre des tubes tout le temps, à se plaindre, à gueuler, à balancer son casque dans les tribunes. Donc du coup, bah, Gus, une intersaison qui va être, enfin qui a été très compliquée, notamment avec bah, le defensive coordinator Derek Mason, l'ancien head coach de Vanderbilt qui est parti à Oklahoma State après une saison pour un plus petit salaire, 400 000 dollars en moins. On a l'offensive coordinator Mike Bobo qui est parti lui aussi après une saison remplacé par Austin Davis qui a démissionné 6 semaines après sa nomination. Qu'est-ce Et que tu en ça, penses? ça c'est la première salve, tu vois. Hmm. Parce que ce n'est pas du tout c'est pas du tout en fait le premier programme, j'ai envie de dire, de l'intersaison à Auburn. Derek Mason est un très bon coach et le voir partir à Oklahoma State après une saison, hein, pour un salaire comme de 400 000 dollars en moins,
Ça veut dire beaucoup de choses, je trouve ça vraiment éloquent. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à Auburn, pourquoi il semble y avoir une atmosphère mortifère. C'est parce que le head coach, Brian Arsene, qui a été nommé l'an dernier en provenance de Boise State, a été remis en cause. Alors pourquoi? Déjà parce que des joueurs qui ont transféré l'ont ouvertement critiqué. L'un d'entre eux, un defensive tackle qui a rejoint Gus Malzahn d'ailleurs à Georgia Tech, a dit qu'il les traitait comme des chiens à l'entraînement. Et surtout, Bah, il y a une rumeur d'adultère avec l'une de ses assistantes. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Ça commence à faire un petit peu beaucoup pour coach Arsene. Après, il y a eu ces affaires ces affaires ont ébranlé le programme. Donc, l'université a donc ouvert une enquête afin de trouver une cause réelle et sérieuse de le licencier, donc sans payer son buyout, estimé quand même à 18 millions de dollars. voilà. Non mais je pense que, et paradoxalement, parce qu'en fait ça concerne vraiment pas la fac, un adultère, mais c'est vraiment ce qui a ébranlé le programme. Mais tout ça, ça ne doit pas cacher le fait que beaucoup de joueurs se sont également exprimés après toutes ces histoires pour apporter leur soutien à Arsene, et non pas des moindres, hein, les Smoke Monday, etc. Et il me semble que même Jeffrey Mba a soutenu Ouais, Arsene, hein. aussi. Mm. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est, vous savez, c'est le jeu des médias, des rumeurs, etc. Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses, enfin, d'autres qui ne le sont pas? Maintenant, on verra ce que ça donne en 2022. Il faut savoir qu'au 4 mai, 18 joueurs ont transféré, dont le quarterback Bonix, qui était leur quarterback titulaire depuis 3 ans. Bonix, vous savez, c'était le fils d'un ancien entraîneur de Auburn, qui était borderline 5 étoiles à l'époque, avec qui en fait on avait placé beaucoup d'espoir en lui, et notamment après la victoire face à Oregon il y a 3 ans justement. Forcément, ça sera plus le quarterback titulaire. Ça sera une compétition à 3 cette année entre TJ Finley, un ancien joueur de LSU, Robbie Ashford à Oregon, qui a d'ailleurs été désigné MVP du Spring Game, et Zach Calzada, qui est le héros de Texas A&M, hein, celui qui a battu Alabama cette année avec les Aggies. Maintenant, il va falloir voir le choix du nouvel offensive coordinateur Eric Kisao, qui était l'ancien coach et receveur et passing game coordinateur d'Auburn, qui est notamment passé par Boise State il y a quelques années. Et voilà, pour rappel, comme je l'ai dit avant, Brian Arsene a passé 7 ans à Boise State, donc voilà, il a fait amener une connaissance. Chez le receveur, leur meilleur receveur de 2021, Kobe Hudson, a transféré à UCF. Il va falloir que des cibles se montrent. En revanche, au niveau des running backs, et là c'est vraiment la force de l'équipe, et c'est sur ce sur quoi en fait ils vont devoir s'appuyer cette année, c'est que Tank Bixby revient, c'était le meilleur joueur de l'équipe, et pourtant il était entré sur le portail des transferts en février avant de revenir quelques jours après. Ses stats en 2021, 1283 yards et 10 touchdowns, et il aura comme backup, et là ça constituera un super duo, l'un des meilleurs de sec pour le coup, avec Jarquez Hunter. Maintenant, je pense que ça marchera plutôt bien parce que la O-line restera stable malgré quelques départs, et elle a gagné en fait, elle a emmagasiné l'expérience collective, ce qui est jamais à négliger pour, on va dire, un poste où tu as autant besoin de l'apport des autres. Au niveau de la défense, il y aura un nouveau coordinateur défensif avec Jeff Schmedding, qui va devoir composer lui aussi avec beaucoup de départs, à commencer sur la ligne défensive. Mais les meilleurs joueurs sont restés avec Kobe Wooldon et le nose tackle en provenance d'Oregon qui est arrivé, Jason Jones. Mais surtout, et là, Val, je te demande qu'on s'arrête quelques temps, avec Jeffrey Mba, qui était le meilleur joueur de JUCO en 2022, qui a choisi Auburn, et ça, je pense que vous le savez tous si vous nous écoutez, ancien joueur de Tours en France, qui, je pense, aura du temps de jeu dès sa première année, parce qu'il n'y a pas du tout de profondeur derrière. Et on peut le voir vraiment faire des choses bien dès cette année. Tout le monde le loue là-bas à Auburn, ses coachs, etc., les journalistes. Et voilà. J'ai pas envie de trop m'enflammer parce que vous savez, on a toujours envie d'avoir ce genre de discours, surtout quand on parle de français. Mais il y a un potentiel chez Jeffrey Mba, déjà qui est physique, mais puis aussi technique, qui est assez important. Et ça serait super pour le football américain français qu'il qui s'impose comme titulaire à Auburn, quoi. Putain, Auburn,
c'est une des plus grosses équipes du college football de SEC. Il y a quelques années, il y avait Derrick Brown. Voilà, ça serait vraiment une belle prouesse. Ouais, c'est quand même Auburn sont connus pour sortir de bons defensive tackles, hein. Il n'y avait pas que Derrick Brown, il y en avait eu deux autres. Alors j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais c'était il y a 3 ans. Mais comme voilà, comme tu as dit, meilleur joueur de JUCO, il a soutenu son coach. Il a l'air quand même d'être beaucoup aimé. Tu sais, le French guy, etc. Machin, ça passe bien au niveau des supporters. Enfin, en tout cas, je pense qu'il a toutes les cartes en main pour essayer d'avoir au moins une place dans la rotation au début et puis après essayer de produire sur le terrain pour passer titulaire. Et après, ça se trouve, sur les spring practice, etc., il a déjà montré pas mal de choses et on le sait pas encore, mais ça se trouve, il sera titulaire, hein. Voilà, c'était le top joueur de JUCO. Donc, quand tu es un top joueur de JUCO, il faut s'attendre à te voir sur le terrain un minimum 2 fois quoi, par match. Donc, voilà, on espère pour lui qu'il trouvera une bonne place Il et faut de aussi titulaire. dire que le coach de la D-line l'an dernier à Auburn est parti et a été remplacé par le D-line coach de Tennessee, ce même coach qu'il a recruté à Tennessee. Donc voilà, il a déjà une Ah ouais. connexion Mm. importante avec ce defensive line coach et ça, c'est pas du tout à négliger. Chez les linebackers, il y a le retour de Wayne Papo, superbe joueur. Mais chez les DB, il y a beaucoup d'incertitudes parce que Smoke Monday et Roger McCreary sont partis en NFL. C'était les deux meilleurs joueurs de cette défense, assurément l'an dernier. Maintenant, ils sont aussi allés chercher le meilleur cornerback de JUCO avec Keontae Scott. Ouais, exact. En plus, après, tu as quand même Néramia Pritchett qui est là. Donc, mais bon, ça reste quand même d'être un petit peu plus compliqué. Donc, la question est quel va être l'impact de cette intersaison sur l'avenir des Tigers? Et je pense que... Alors, ouais, vas-y, Vas-y. je te laisse répondre dans un premier temps, si tu veux. Si les joueurs semblent faire corps avec Arsene, ce n'est pas pour autant que les événements qui ont lieu n'auront pas d'impact. Si, admettons, ça se passe mal en début de saison, on sait tous comment ça peut se passer, ça peut très bien exploser assez rapidement. Auburn a perdu quand même pas mal de joueurs sur le portail. Auburn recrute de moins en moins bien. Les boosters, ils font pas confiance à Arsene. Enfin, vous voyez, déjà, l'ambiance de base est vraiment pas bonne. Et si le début de saison se passe mal, ça peut exploser et Auburn explosera en même temps, quoi. Et à contrario, justement, si tout se passe bien en début de saison, ça va vraiment solidifier l'équipe, tout simplement. Et ça serait une très bonne chose pour Auburn parce que là, je ne les vois pas du tout perdre un coach cette année, surtout dans une division qui est ultra compétitive. Auburn pourra vite en faire les frais vu la concurrence. Heureusement, le calendrier est favorable. Ils commenceront avec 5 matchs d'affilée à domicile face à Mercer, San Jose State, Missouri et LSU. Mais entre ces matchs-là, il y aura le match retour face à Penn State qu'ils avaient perdu l'an dernier au Beaver Creek Stadium. Il y aura 4 matchs à l'extérieur, donc face à Bama, Ole Miss et Georgia. Bon, compter des défaites, là, il n'y a même pas besoin d'en parler. Au niveau des pronostics, moi, je pars sur 5 victoires et 7 défaites. Non, moi je le suis encore moins puisque je pense que ça va partir en 4-8. Alors heureusement, ils commencent par Mercer et San Jose State, donc potentiellement tu pars sur 2 victoires, après ils partent sur Penn State, donc tu as une défaite, après tu as Missouri. Missouri, on sait que c'est peut-être un peu compliqué, mais ça risque d'être un match accroché, donc allez, tu te dis, ok, ils ont peut-être trois victoires. Mais après, l'enchaînement, il est monstrueux, et puis tu vois aucune victoire possible, mis à part sur l'avant-dernière semaine. L'avant-dernier match pour eux, donc Western Kentucky. Donc voilà, moi je vois pas plus de 4 victoires. Et... On est très pessimiste, et je veux dire qu'on n'est pas optimiste, mais non, il faut utiliser le bon mot plutôt que la négation. On a terminé notre preview, Val, c'était la présentation de Mississippi State et Auburn, deux équipes qui sont destinées quand même au fond de la SEC West. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle pastille. Salut à tous. Salut!